Mais aussitôt l'instruction ouverte, la procédure s'enlise. La perspective d'un procès s'éloigne au fil des ans. Alors que le chef de la Gestapo de Lyon, l'Allemand Klaus Barbie, a été jugé en 1987, on s'étonne de la lenteur de la justice dans les procédures qui touchent les anciens fonctionnaires de Vichy, et particulièrement René Bousquet. Pour secouer le cocotier, Serge Klarsfeld, dont l'association Les Fils et Filles des déportés juifs de France s'est constituée partie civile, accuse en 1990 le ministre délégué à la justice, Georges Kiechmann, de vouloir enterrer le dossier. Alors il a eu une formule extrêmement brillante et terriblement insultante pour moi, qui consistait à dire on a fait venir à la chancellerie, au ministère de la Justice, un fils de déporté juif pour faire juger Barbie, c'était Badinter. On en a fait venir un autre pour empêcher que Bousquet soit jugé, c'était Kiechmann. Je répète solennellement que moi, Georges Kiechmann, car c'est de moi et de moi, fils de déporté juif, que pour faire un coup médiatique s'est servi à l'époque Maître Klarsfeld, moi, le président Mitterrand ne m'a jamais rien demandé, et que moi, je n'ai jamais rien demandé à quelque magistrat que ce soit. Je dis donc qu'il n'y a pas que Maître Klarsfeld, dont j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il ait réveillé nos mémoires après 30 ans de silence, il n'y a pas que Maître Klarsfeld qui a le monopole de la fidélité, de la mémoire de nos morts, moi aussi je l'ai, et je jure donc sur la mémoire de mon père que je ne suis jamais intervenu. Il n'y a eu aucune manœuvre gouvernementale à ce moment-là pour freiner la procédure contre Bousquet. Klarsfeld, relayé par une de mes coreligionnaires qui était journaliste à Libération, a cru bon de faire flèche de tout bois, sans se penser que pendant ce temps-là, il y avait un homme qui en était profondément meurtri, et évidemment c'était moi. Je comprends très bien son amertume, mais il fallait réfléchir. Hein. Il y a des moments dans la vie de quelqu'un où il choisit non pas son camp, mais il choisit son destin en quelque sorte. Dès la nomination de M. Kiechmann, le dossier a pris la direction de la Haute Cour de justice par le parquet général, qui n'existait pas encore, et ça aurait pu durer longtemps. Vous étiez ministre délégué à la justice. Vous étiez une potiche comme alibi. Vous étiez une potiche alibi. Vous êtes fils de déporté. Nous ne pouvions pas accepter qu'un fils de déporté soit là comme potiche alibi. Le fait de me traiter de potiche ne vous donnera pas une crédibilité supplémentaire. La répartition. J'étais personnellement proche de Mitterrand. Donc il est évident qu'en ce qui concernait ces attaques contre moi, elles étaient dirigées contre Mitterrand. C'était Mitterrand, sa véritable cible. Il y a indiscutablement un projet politique et mémorial de Serge Klarsfeld. Il va cogner contre François Mitterrand sur 15 ans, et avec cette période effectivement plus intense de 90 à 94. Et curieusement, dans ce bras de fer mémoriel, c'est Klarsfeld qui va gagner. Mais moi, je vais vous manger. Mais vous croyez que ça se fait, ça, ces trucs-là? Non, juste une question. Monsieur Bousquet, vous pouvez répondre à une question? Malgré la ténacité de Serge Klarsfeld, le procès du chef de la police sous Vichy n'aura pas lieu. René Bousquet est assassiné le 8 juin 1993 à son domicile par un déséquilibré. C'est un geste qui ne m'étonne pas du tout. Parce que, effectivement, devant la lenteur de la justice, beaucoup de gens peuvent avoir envie de régler des comptes. Ceux qui ont le plus le droit à parler, c'est-à-dire les représentants de déportés, de résistants, comme je le suis moi-même, n'approuvent pas cette exécution. Parce qu'elle prive le pays d'un procès qui n'aurait pas été seulement le procès de M. Bousquet, mais le procès de toute une collaboration. Reste Paul Touvier. Après la grâce du président Pompidou et une mesure d'amnistie en sa faveur, le milicien a retrouvé la clandestinité en 1973, dans la foulée d'une nouvelle plainte émise contre lui, cette fois pour complicité de crimes contre l'humanité. Arrêté en mai 1989 alors qu'il se cachait au prieuré Saint-Joseph de Nice, il bénéficie 3 ans plus tard d'un surprenant non-lieu.
Madame, Monsieur, bonsoir. Après les remous créés par le non-lieu prononcé en faveur de Paul Touvier, le ministre de l'Éducation, Jacques Lang, avait souhaité que Nuit et brouillard, le film d'Alain Resnais sur les camps de concentration nazis, soit projeté dans tous les établissements scolaires et que les professeurs d'histoire organisent à cette occasion un débat avec leurs élèves. On est obligé de le garder en mémoire parce que c'est pas possible. C'est quand même quelque chose de très important et si on veut justement essayer que ça ne se reproduise plus, faut le garder en mémoire. C'est quelque chose de terrible et on ne comprend pas vraiment comment est-ce que des gens ont pu faire ça. Comment est-ce qu'on peut traiter des corps, comment est-ce qu'on peut traiter des personnes qui avaient des familles, une vie. Comment est-ce qu'on peut les rendre à cet état ? Devant l'indignation unanime, le procureur général de la Cour d'appel de Paris renvoie le jugement de Paul Touvier en cassation. Échaudé par les blocages à répétition du système judiciaire, la société civile s'organise. Un groupe d'intellectuels, citoyens de tous bords, juifs et non-juifs, crée le comité Veldiv le 17 juin 1992. J'ai rédigé un texte qui demandait qu'il y ait une reconnaissance officielle et une proclamation au plus haut niveau de l'État que l'État français de Vichy a commis des crimes et des persécutions contre les Juifs de France. L'appel du comité Veldiv a pris pas mal de gens à contre-pied. Et d'abord la communauté juive. Parce que la communauté juive, après la guerre, et pour des raisons très compréhensibles, n'avait pas du tout envie d'être singularisée. L'impulsion, elle ne vient pas des déportés. Elle vient de cette génération intermédiaire qu'on pourrait appeler la génération Klarsfeld, qui est aussi la génération scénique. Et quand on regarde la liste de gens de ce collectif de la rafle du Veldiv, on s'aperçoit que les anciens gauchos sont pas peu nombreux. Et c'est ceux-là qui exigent, qui réclament, qui revendiquent. Sous la pression de la société civile, le président Mitterrand décide de faire un geste en se rendant pour la première fois à la cérémonie commémorative de la rafle du Veldiv, le 16 juillet 1992. Pour autant, il n'y prendra pas la parole. Il était quand même le premier président à venir au Veldiv. Donc on lui était reconnaissant de venir en tant que président de la République au Veldiv. Mais en même temps, au Veldiv, il restait silencieux. Donc on l'a fait siffler. Mitterrand à Vichy! Mitterrand à Vichy! Mitterrand à Vichy! C'est Mitterrand qui a fait le chemin de Paris! Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. C'était une réaction un peu comme celle de Kiechmann, c'est-à-dire c'est une réaction de courtisan. C'était son souverain qui avait été, vexé. On croit que c'est pour défendre Mitterrand. C'était grotesque, cette interprétation, parce que moi j'en ai fait des meetings avec Mitterrand. Il n'y a nul besoin de Mitterrand d'être protégé ni défendu contre les clameurs de telle ou telle faction. Non. Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent. Croyez-vous qu'ils écoutent cela? Ça m'a mis hors de moi qui est comme ça. Au moment même, on rappelle la mémoire des morts, de martyrs. Au moment où on dit la prière la plus solennelle, il y a les hurlements, comme si on était en effet un meeting politique. Et ça venait de juifs. Et ça m'a blessé au cœur, et en effet, j'ai explosé. Je ne demande rien. Aucun applaudissement. Je ne demande que le silence.
que les morts appellent. Taisez-vous ou quittez à l'instant ce lieu de recueillement. Vous déshonorez la cause que vous croyez servir. Et puis quand la cérémonie était terminée, François Mitterrand a salué les gens qu'il avait à saluer. Nous sommes remontés à pied pour rejoindre les voitures. La bronca a recommencé. On est monté en voiture et il m'a dit ces gens sont absolument impossibles. Et il me dit il faut que je prenne une initiative, etc., etc. Qu'est-ce que je peux faire? Faites-moi une suggestion. Moi, je lui ai dit écoutez, Monsieur le Président, je crois qu'il y a quand même quelque chose qu'on pourrait faire. C'est une cérémonie commémorative annuelle. Par un décret du 3 février 1993, le président Mitterrand, qui veut apaiser les tensions, institue la journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites. Pour beaucoup, le décret demeure ambigu. Il reprend dans les termes la formulation gaullienne du 9 août 1944, qui exonère la France de toute responsabilité. À 50 ans de distance, Vichy demeure nul et non avenu. Il se situait exactement dans la tradition gaulliste de l'interprétation de Vichy, interprétation qui voulait que Vichy n'ait pas existé en fait. Par conséquent, ce que Vichy avait fait aux Juifs n'existait pas, puisque Vichy n'existait pas. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français et l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Jacques Chirac, élu président de la République. Voici les scores. Le 7 mai 1995, Jacques Chirac est élu président de la République. Sur la mémoire de Vichy, il a retenu les leçons du passé. Enfant pendant la guerre, Chirac n'est pas directement concerné par la polémique qui gagne en ampleur à chaque nouvelle décennie. Clairement, c'est une rupture générationnelle, c'est certain. Et il est vrai que Jospin Chirac avait exactement, à mon avis, la même vision. Tous les deux étaient dans le temps de l'histoire, clairement, et pas dans le temps de l'expérience vécue. Et Jacques Chirac, je savais qu'il trouvait qu'il était grand temps de dire les choses sur ce qu'avait été réellement l'occupation, sur l'attitude de Vichy, sur parfois l'aide active qui avait été, au fond, apportée à l'occupant, sur le rôle qu'avaient joué des services de l'État. Anna Sénic, à l'origine du comité Veldiv, écrit une lettre au président pour lui demander de reconnaître officiellement la responsabilité de l'État dans la déportation des Juifs de France. Au même moment, Henri Agenberg, qui vient d'être élu président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, est reçu à l'Élysée. Nous avons commencé à parler avec Jacques Chirac. Madame Christine Albanel assistait à l'entretien. Et puis à un moment, je ne sais pas comment ça s'est produit exactement, Jacques Chirac s'est levé, je ne sais pas pourquoi. Il s'est approché de la fenêtre, peut-être qu'il faisait chaud, qu'il voulait prendre un peu l'air du côté du jardin de l'Élysée. Et je l'ai rejoint, comme ça, dans un geste naturel. Et on a été dans un tête-à-tête. Et je lui ai surtout parlé au début du Front National. Parce que le Front National, Jean-Marie Le Pen, avait fait un sacré score à l'élection présidentielle. Personnellement, mais avec d'autres qui partageaient mon analyse, on était très inquiets. Le Front National a défendu la mémoire de Vichy. Effectivement, le portrait de Pétain était
était en tête de certains cortèges du Front National le 1er mai. Si l'extrême droite est forte, le personnage de Pétain apparaîtra de nouveau comme un personnage majeur qui a fait de son mieux. À mon tour, je le confesse, j'ai eu une opinion et j'ai une opinion que je n'impose à personne. Je n'ai jamais cru que le maréchal Pétain était un traître. Je m'interroge déjà à ce moment-là, non pas sur ma génération, mais sur les futures générations. Qu'est-ce qu'il va rester? Et je le dis à Jacques Chirac, tout à fait simplement. Et donc je lui demande de venir participer à la cérémonie commémorative des rafles devant l'ancien Veldiv. Et je lui dis que ça serait un événement s'il prenait la parole ce jour-là. Et Jacques Chirac avait répondu tout de suite, bien sûr je viens et bien sûr je fais un discours. Voilà. Le seul fait qu'ils disent qu'il allait parler au Veldiv pour parler justement de ce sujet-là était déjà une façon quand même d'annoncer qu'il allait avoir un contenu certainement assez fort. Il y a 53 ans, le 16 juillet 1942, 450 policiers et gendarmes français, sous l'autorité de leur chef, répondaient aux exigences des nazis. Finalement, le discours a bénéficié du fait qu'il n'y a pas eu une relecture collective. Nous l'avons relu ensemble. Et puis à la fin, justement, il m'a dit « Est-ce que tu crois qu'on va assez loin ?» Et je lui ai dit « Oui, monsieur, je crois que c'est déjà très important. » Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France, terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. La France, ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau. La France. Il n'a pas dit Vichy. Il n'a pas dit État français, il a dit la France. La France reste la France, d'abord dans les jours glorieux, quand elle est la France universelle, celle de l'égalité des hommes entre eux, et elle reste malheureusement la France quand elle permet la persécution, l'anéantissement d'une partie de ces hommes. Donc je suis profondément heureux de ce discours. C'est une erreur historique. Il a épousé la thèse de ceux qui ne veulent pas reconnaître la réalité historique. C'est-à-dire que la République, malgré tous les défauts de la Troisième République, elle n'a pas commis ce crime. Par conséquent, c'est une erreur historique. Mais, si vous voulez, l'histoire est éternelle. Et l'histoire rétablira la vérité. Moi, je réclamais que ce qu'a dit le président Chirac, c'est-à-dire la reconnaissance de la responsabilité de la France, c'est-à-dire reconnaître que le maréchal Pétain agissait au nom de la France, de même que le général de Gaulle agissait au nom de la France, et que la continuité de l'État impliquait ou imposait de reconnaître ses responsabilités. Alors, faut-il se féliciter du discours de Chirac? Indiscutablement, il est une avancée vers la sincérité, mais on peut aussi contester son interprétation. Est-ce que vraiment c'était la France? Et c'est un beau et noble débat. Je ne pense pas qu'on puisse caricaturer ni la position de Mitterrand, qui est peut-être un peu alambiquée, ni celle de Chirac, qui peut-être être discutable sur le plan historique. Les Juifs se sont sentis réintégrés dans la communauté française. Et moi, qui pendant tellement longtemps, je me disais, j'ai subi un déni de justice, puisqu'on n'a pas reconnu ce que j'ai subi en tant qu'enfant, caché, eh bien maintenant, j'ai obtenu satisfaction. Le discours de Chirac a crevé l'abcès. La reconnaissance officielle de la France rend désormais possible la restitution des sommes spoliées aux Juifs sous le régime de Vichy, qui dorment toujours dans les caisses de l'État. Grâce aux travaux de la commission Mattéoli, ils sont restitués aux familles des disparus. Les sommes n'ayant pas pu trouver de destinataire serviront à la création d'une institution qui leur est dédiée, la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Dans le même temps,
le marathon des procédures judiciaires arrive à son terme. Le 19 avril 1994, Paul Touvier a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Une condamnation qui n'en laisse pas moins un goût amer. Le procès de Paul Touvier fut celui de la milice, pas celui du régime de Vichy. Jugez pas bon, jugez pas bon, jugez pas bon, jugez pas bon, jugez pas bon. Nous souhaiterions que les procès en cours puissent arriver à leur terme. Il n'y en a plus qu'un, qui est le procès de Maurice Papon. Et nous ne pouvons que souhaiter que la justice ait un rythme un peu plus soutenu que celui que l'on peut observer depuis 10 ans. En 1997 s'ouvre enfin le procès de Maurice Papon. À travers ce haut fonctionnaire, un criminel de bureau qui a incarné la continuité des institutions, de l'État français à la Ve République, c'est en quelque sorte la responsabilité de la France qui est jugée. L'enjeu du procès Papon était extrêmement important pour nous, petit groupe de survivants des déportations et dont les familles ont été frappées. Papon était un rouage, mais il n'y avait pas l'impulsion criminelle. Donc, pour nous, c'était une peine graduée. Et on l'a dit dès le début, avant le procès, 10 ans de prison, c'est ce que mérite Papon. Serge Klarsfeld obtient gain de cause. Le 2 avril 1998, Maurice Papon est condamné à 10 ans de réclusion. Qu'il soit amené 55 ans après devant une cour d'assises pendant 6 mois et condamné à 10 ans, c'est une grande victoire, croyez-moi. Et ça n'a pas été facile. Maurice Papon n'en effectuera que 3, du fait de son âge et de sa santé déclinante. Peu importe. La portée pédagogique du procès, qui est pour tous une évidence, vient conclure un débat mémoriel long d'un demi-siècle. Pourtant, le serpent de mer bouge encore. L'ombre de Vichy continue de planer, revenant parfois hanter la République pour mieux ranimer des fractures tenaces. En ce début de XXIe siècle, dans cette France meurtrie qui se referme sur elle-même, où l'extrême droite se renforce sur la scène politique comme dans l'opinion, Vichy fait de nouveau figure de symbole. C'est ainsi que ressurgit dans le débat la vieille théorie du bouclier. Vichy, c'est un régime qui émet des lois antisémites. Paxton dit « ce n'est pas sous la pression des Allemands », d'autres historiens disent « c'est sous la pression des Allemands ». Le premier livre sur Vichy, vous avez dit on ne parlait jamais de Vichy, c'est faux. Il y a eu un livre sur Vichy de Robert Aron, un historien et un intellectuel qui disait exactement ce que je viens de vous dire. Vichy fait un pacte avec le diable. Il négocie avec les Allemands et dit « on vous donne les Juifs étrangers » sans savoir jusqu'en 1942 qu'ils seront tous exterminés, parce que c'est important à savoir, et simplement, vous ne touchez pas aux Juifs français. On peut trouver ça horrible. Il faut simplement rappeler que dans les autres pays où ça n'a pas été fait, les Allemands ne se sont pas embarrassés, ils ont exterminé tout le monde. En Hollande, Éric, en Pologne. C'est pas Pétain qui a sauvé les Juifs, c'est la zone libre, c'est les justes, c'est la société civile, c'est l'Église qui a sauvé les Juifs français. C'est pas Pétain. Ça, c'est la doxa dominante. C'est Pétain qui a sauvé les Juifs. Je vous engage. Pétain a sauvé les Juifs. Mais répondez-moi oui, non. Il a sauvé des Juifs français, oui. Pour vous, ce qu'il dit sur Pétain, c'est une évidence? Sur l'affaire des Juifs en France, oui. Est-ce que pour vous, Vichy est excusable? Bien sûr, je crois que Vichy, pour ma part, a fait ce qu'il pouvait pour essayer de défendre les Français contre un horrible malheur qui venait de se produire. Et dont cette hypothèse que Vichy a, dès le début, cherché à protéger les Juifs de nationalité française, fait rire, presque. Ce sont tous les Juifs qui sont visés par les principales mesures. Exclusion, dépossession, etc., etc. Et Vichy va même participer à l'arrestation de Juifs français pour le compte des Allemands. Donc les Juifs français n'ont jamais été protégés, ni dans la loi, ni dans les faits. Aujourd'hui, on a toutes les informations. Il suffit de vouloir bien ouvrir les yeux et de parcourir les quelques ouvrages comme celui de Paxton, relayés par d'autres. Donc aujourd'hui, à moins
d'être un polémiste qui cherche à se situer dans l'échiquier politique du moment de manière favorable, on ne peut pas ignorer ce qu'a été Vichy. La France n'est pas seulement comptable des crimes de Vichy. La reconnaissance de l'État a ouvert la porte à d'autres revendications. L'esclavage, la colonisation, la guerre d'Algérie, le génocide des Tutsis au Rwanda, hantent d'autres mémoires qui demandent aussi reconnaissance et réparation. La mémoire de l'Holocauste est extraordinairement réussie. C'est-à-dire que l'on peut dire, on n'a aucun exemple dans l'histoire d'un événement historique qui suscite l'intérêt des historiens, l'intérêt des romanciers, l'intérêt des réalisateurs, suscite l'intérêt des politiques, devient un objet de relations internationales. Et tout le monde voudrait réussir pareil. On a eu le risque de bataille mémorielle, de jalousie, de dire on reconnaît que les Juifs ont été victimes, on leur donne presque un statut de victime dans la France d'aujourd'hui, et puis nous, les autres victimes, on n'a pas cette reconnaissance. Pourquoi les Juifs et pas nous? Je crois qu'il n'y a pas d'antagonisme en ce qui concerne les mémoires. La France est faite de nombreuses mémoires, et pas que des Juifs, pas que des Arméniens, pas que des Noirs qui viennent d'Afrique, pas que des gens qui ont pu subir la guerre d'Algérie. Donc on a une accumulation de mémoires, mais les unes ne gênent pas les autres. C'est une richesse. Vichy fut un poison dans l'histoire de France, sa part maudite. Celle d'un pays qui s'est heurté à la représentation qu'il se fait de lui-même. La patrie des droits de l'homme, l'universalisme, sa devise républicaine. Nul et non avenu, disait le général de Gaulle, pour solde de tout compte. C'était oublier que la démocratie va de pair avec l'exigence de la justice, et que la société civile est son contre-pouvoir le plus nécessaire.